Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le sujet a été abordé lors du premier tour de l'élection présidentielle française. On a reproché à Jean-Luc Mélenchon d'avoir soutenu la politique du président vénézuélien Hugo Chavez. Mais Hugo Chavez est mort il y a 4 ans et aujourd'hui, le Venezuela est plus divisé que jamais. Le président Maduro fait face à une opposition virulente qui lui reproche la politique économique qu'il mène. Les manifestations de ces dernières semaines ont fait une trentaine de morts. Sur le plan économique qui nous intéresse ici, la situation est plus que difficile. Les exportations de pétrole, la première ressource du pays, ont notoirement diminué. Les vivres et les médicaments manquent. En un mot commençant, l'économie vénézuélienne est paralysée. Alors, faut-il imputer cette situation à la baisse des cours du pétrole ou à une gestion catastrophique du pays? Que reste-t-il aujourd'hui de l'économie vénézuélienne? Ce pays riche est-il vraiment devenu pauvre? Telles sont les questions que je vais poser aux 3 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Luis Colasante. Oui, monsieur. Luis Colasante, vous êtes vénézuélien, spécialiste des marchés d'énergie, pétrole, gaz et électricité, et vous écrivez régulièrement dans la presse internationale, en particulier dans le quotidien américain USA Today ou pour le Financial Times de Londres. On sait que le Venezuela est un grand pays pétrolier, on en parlera longuement dans cette émission. Il y a aussi du gaz. Tout à fait, il y a des grandes réserves de gaz, mais on était habitué jusqu'à aujourd'hui de la brûler. On ne savait pas où la stocker, alors c'est ce qu'on faisait, c'est des entorches avec elle et on la laissait partir un petit peu dans l'atmosphère. Et bon. Aujourd'hui, on continue dans une situation plus précaire, dans laquelle on a dû fermer beaucoup de puits à cause de l'industrie pétrolière, elle est assez énergivore et demande beaucoup de capitaux. Et ces capitaux ne sont pas là. Tout à l'heure. À vos côtés dans ce studio, Camilo Oumania Darhoud. Bonjour Camilo Oumania. Bonjour. Camilo Oumania Darhoud, vous avez d'abord été formé à l'Université nationale de Bogota en Colombie. Vous êtes docteur en économie aujourd'hui et économiste au sein de la division pays émergents du CEPI, un des grands centres de recherche économique français. Et l'un des derniers travaux que vous ayez publié au CEPI a trait à la fuite des capitaux dans les pays émergents en raison de la hausse du dollar. C'est un problème qui affecte le Venezuela ? Oui, tout à fait. C'est un problème qui affecte les pays émergents en général. Ils sont très peu couverts contre un risque d'une sortie soudaine et massive des capitaux. Et le Venezuela en particulier, parce qu'ils n'arrivent plus à emprunter sur les marchés, sans l'accord, on en parlera après, de l'Assemblée générale, a des problèmes particuliers pour emprunter. Donc oui, le Venezuela est particulièrement affecté par ces problèmes. Alors je termine ce premier tour de table par vous, François-Xavier Freland, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Boris, bonjour aux auditeurs de RFI. Oui, les auditeurs de RFI qui vous connaissent bien, parce que bien que vous soyez journaliste indépendant, vous travaillez régulièrement sur cette antenne. Vous avez été en poste à Caracas de 2010 à 2014 pour France 24 et pour RFI. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Qui veut la peau d'Hugo Chavez ?» paru aux éditions Cherche Midi en 2012 et d'un documentaire beaucoup plus récent sur Chavez qu'on peut visionner sur la plateforme Spicy avec 2 E. Pourquoi cet intérêt pour Chavez, François-Xavier Freland ? Alors déjà, je vais rectifier, je suis arrivé en 2008 au Venezuela comme correspondant. C'est important parce que c'était encore la période faste d'Hugo Chavez. J'y suis allé vraiment parce que j'étais fasciné par les discours de l'homme, du grand orateur qu'il était à cette époque encore. Et j'avais envie moi comme journaliste, d'observer cette révolution bolivarienne dont on entendait parler, dont on lisait moult articles, notamment dans le monde diplomatique. Donc j'ai voulu aller voir de mes propres yeux la réalité de ce phénomène politique. Évidemment, j'ai été rapidement désillusionné, si je puis dire, par ce que j'ai vu et j'ai tenté à mon petit niveau de raconter ce que je voyais, pas ce que j'avais lu. Alors, on va entendre dans cette émission une série de reportages d'un de vos successeurs, Julien González, qui est l'actuel correspondant de RFI à Caracas, des reportages qui vont rythmer cette émission. À tout de suite. Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Ces derniers jours au Venezuela ont été marqués par des émeutes qui ont fait près de 30 morts. De nombreux commerces ont été saccagés, en particulier des commerces d'alimentation. Voici le reportage que Julien González a adressé à la rédaction de RFI. C'était la semaine dernière. Une épicerie, une boulangerie, nombreux sont les commerces saccagés dans le quartier pauvre d'El Valle, au sud-ouest de la capitale. Cette commerçante tenait un petit magasin de nourriture depuis plus de 20 ans. Ce vendredi, il ne lui reste plus rien. Les 3 grilles de mon magasin ont été détruites. Ils ont pris absolument tout ce que j'avais. C'est la première fois que ça m'arrive. Des gens profitent de la situation. Il faut dire que les gens ont faim. En faisant ça, ils pensent que ça va régler leurs problèmes. Je trouve ça injuste. La faim à l'origine de ces saccages, Sonia Roja évoque plutôt des actes commis par des gens armés. Gérante d'un petit magasin sur la rue Carrigal, elle aussi a tout perdu en une nuit. Le poulet, le fromage, la charcuterie, il n'y a plus rien, jusqu'aux ampoules. Nous n'avons rien pu faire, ni même les policiers, face à tous ces gens qui étaient plus armés qu'eux. C'est du vandalisme. Nous n'avons rien à voir avec la politique, ni du chavisme, ni de l'opposition. Nous sommes simplement des gens qui travaillons pour que les gens puissent avoir de la nourriture tous les jours. Face à ces actes, le camp chaviste et l'opposition se sont accusés l'un l'autre d'envoyer des bandes criminelles ou des infiltrés pour provoquer des violences. Un reportage signé Julien González à Caracas. Pourquoi est-ce qu'on vole des produits alimentaires dans ces boutiques? Pourquoi est-ce qu'il y a des saccages de commerce alimentaire, Luis Colasante? On impute que l'économie va mal, surtout avec baisse du pétrole fin 2014. Mais il faut quand même mettre les choses en contexte, qu'il y a vraiment, avant tout, c'est une crise politique. Cette crise politique a créé également une mauvaise gestion de l'argent de l'État. Et le Venezuela, c'est un pays monoproducteur. 75% du budget vient des devises qui sont des pétrodollars. Et dans ce coup-là, le pays n'a pas la capacité à produire, n'a pas investi vraiment pour capacité, pour faire de l'alimentaire, pour produire des choses en interne au pays. Suite à cela, également, à côté d'une inflation énorme. Il n'y a pas d'agriculture? On a beaucoup de terres, mais les gens ont préféré faire un exode de terre pour aller au centre de chaque ville et pouvoir travailler dans des centres capitaux des grandes villes. François-Xavier Froment. Alors je dirais pas vraiment ça. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec la première partie de mon ami vénézuélien, mais sur la deuxième, non. Il y a eu des expropriations très importantes dans toute la partie des Llanos, qui est on va dire le jardin agricole du Venezuela. Beaucoup de petits paysans ont arrêté de travailler parce qu'ils étaient poussés à partir à cause aussi de cette politique de coopérative. À l'époque, c'était très à la mode. On voulait faire des... De quelle époque parlez-vous? Je parle dès 2008-2009, moi j'ai pu visiter des petites coopératives de lait avec la technologie iranienne que Chavez venait inaugurer avec Fast et Fanfare. Aujourd'hui, le problème c'est que ces coopératives ne fonctionnent pas. Il n'y a pas eu derrière le suivi en général technique. On n'a pas préparé les gens à travailler dans ces coopératives par exemple. Et résultat des courses, beaucoup de petits paysans ont effectivement préféré quitter la terre qui ne valait plus grand chose, arrêter d'avoir du cheptel parce que ça ne rapportait plus. Donc tous ces gens sont partis ou dans les villes, ou voire même, moi j'ai un jeune agriculteur vénézuélien qui vit aujourd'hui au Costa Rica. Il y en a beaucoup qui sont partis en Colombie pour essayer de survivre, pas pour vivre, pour essayer de survivre, tout simplement. Camilo Magna-Darfoud. Oui, il faut dire aussi que le Venezuela n'a jamais été un grand producteur de produits agricoles, et encore moins des produits agricoles transformés. Il y avait une grande partie de ces produits qui venaient de la Colombie. Et donc là, il faut voir aussi les changements d'insertion internationale opérés par le gouvernement Chavez et puis par le gouvernement Maduro. Donc le Venezuela faisait partie de la communauté andine des nations, et les commerces de ces produits industriels de base venaient en provenance de l'Équateur et de la Colombie en grande partie. Chavez a décidé de quitter la communauté andine des nations et s'approcher vers le Mercosur, dont il est devenu membre. Aujourd'hui, le Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine. Voilà, c'est comme une Union européenne, bien sûr, moins poussée entre l'Argentine, l'Uruguay et aussi le Chili, qui est un État associé, même s'il n'en fait pas partie. Le Brésil en fait partie? Le Brésil en fait partie, donc oui, c'est le plus grand bloc d'intégration en Amérique du Sud, c'est le Mercosur. Et Chavez a décidé d'en faire partie. Aujourd'hui, le statut du Venezuela au sein de Mercosur n'est pas très clair parce qu'il y a des pays qui s'opposent à cela, comme le Paraguay et l'Uruguay, par exemple, et l'Argentine de Macri aujourd'hui. Mais importer ces produits du Brésil et de l'Argentine était plus coûteux. Bien sûr, c'est que
Chavez pouvait faire quand le pétrole était à $150 ou quand il était très cher. C'est plus difficile maintenant. En même temps, l'appareil de production vénézuélien qui était quand même concentré, donc pour vous donner une idée, presque 60% des exportations vénézuéliennes en 1999 étaient du pétrole. Mais il y avait quand même une industrie qui produisait des produits chimiques, des produits de l'industrie des plastiques, et il y avait quand même des chaînes de valeur entre la Colombie et le Venezuela. De l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, par exemple, 1% des exportations vénézuéliennes correspondait à l'industrie automobile, quelque chose qui a été complètement détruit par plusieurs choses. D'abord parce qu'il s'est désintégré de la communauté andine. Il faut rappeler que Chavez a complètement fermé la frontière avec la Colombie. Quelque chose que Maduro... C'est-à-dire on ne pouvait plus passer, même à pied. Même à pied, on ne pouvait plus passer. Maduro l'a refait l'année dernière. On ne pouvait plus passer même à pied. Maintenant, on peut passer seulement à pied. Et c'est aujourd'hui le gouvernement colombien qui maintient la frontière fermée pendant la journée. Et alors, on nous dit ici, dans le débat politique français, que c'est très difficile de contrôler les frontières. Entre la Colombie et le Venezuela, c'est facile de contrôler la frontière ? Non, c'est impossible de contrôler la frontière. C'est une frontière très grande. Il faut tenir compte aussi l'espace qui est beaucoup plus grand en Amérique du Sud qu'en Europe. Mais c'est tout à fait impossible de contrôler la frontière. Mais c'est pas en fermant la frontière qu'on améliore. Au contraire, parce que tout le commerce illégal des biens va continuer à avoir lieu. Il continue à avoir lieu. Et c'est impossible de contrôler une frontière aussi longue. Alors, je vous posais la question au début de l'émission de la production alimentaire. Oui. François-Xavier Freland, pour revenir ce qui est aussi important, c'est qu'évidemment, à cause de cette situation économique compliquée où les produits d'importation n'arrivent pas, il y a aussi les problèmes d'engrais, par exemple, qui n'arrivent pas. Il n'y a pas encore ces techniques bio que nous, on connaît en Europe et qui sont effectivement une alternative à cette agriculture extensive, etc. Mais aujourd'hui, au Venezuela, en tous les cas, c'est pas une volonté du pouvoir Maduro de créer du bio, de faire une agriculture naturelle. Donc, tous ces agriculteurs qui avaient des petits moyens n'ont plus les moyens d'assurer cette agriculture. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils fuient les campagnes. Luis Colasante, il y a un exode rural vers les villes. Oui, tout à fait, mais ça c'était vraiment avant l'arrivée de Chavez au pouvoir. C'était vraiment au boom pétrolier qui a suivi le Venezuela. Au moment qu'on a trouvé du pétrole, ça a incité d'aller vers les champs pétrolières. Et depuis des champs pétrolières suite à des grandes villes. C'est surtout sur ce point-là, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit François Xavier. Il y a eu des expropriations des terres agricoles très fertiles, et celles-là ont été réparties entre le petit groupe de copains qui entourent le chavisme. Juste une chose, Jean-Pierre Maurice, ce qu'il y a d'extraordinaire quand même au Venezuela, c'est que c'est un pays où il y a tout. Il y a de l'eau, il y a des terres très fertiles. Quand on est dans la région des Llanos, qui est la région originaire de Hugo Chavez, une très belle région d'ailleurs, c'est un peu la pampa vénézuélienne, mais encore plus riche, parce que comme il pleut beaucoup, il y a cette herbe et cette végétation luxuriante. Eh bien, autrefois, il y avait beaucoup de grandes propriétés avec, par exemple, d'agriculture de bovins, etc. Aujourd'hui, effectivement, à cause de l'expropriation, il n'y a plus rien. C'était un pays où on faisait de la viande, où on mangeait de la viande vénézuélienne. Aujourd'hui, on est obligé d'importer la viande d'Uruguay, d'Argentine, évidemment, de manière très chère. Et en plus, on se fait avoir. Il y a eu un scandale il y a à peine un an à cause de la viande brésilienne, des produits frelatés. Enfin, la viande est arrivée en très très mauvais état. Camillo Umania, le Venezuela, c'était un pays riche à la fin des années 1990, quand Chavez est arrivé au pouvoir. Tout à fait. C'est un pays qui était, pour vous donner une idée, aussi riche que l'Espagne jusque dans les années 85. C'est un pays qui recevait de l'immigration européenne jusque dans ces années. Donc c'était un pays riche, et en particulier pour l'argent, c'était un pays assez riche. C'était moins le cas quand Chavez était arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1985 et 1999 ? Donc je pense qu'il faut dire deux choses. Donc l'arrivée de Chavez a supposé une meilleure distribution des richesses au Venezuela, ça c'est clair, ça quand on voit... Parce qu'il y avait beaucoup d'inégalités. Il y avait beaucoup d'inégalités comme partout en Amérique latine, et quand on voit l'indice Gini qui mesure les inégalités au sein d'un pays, on voit que le Venezuela est devenu un pays beaucoup plus égalitaire jusqu'en 2011. Les choses ont à nouveau commencé à changer en 2011, mais de ces côtés-là, les choses se sont améliorées. En même temps, il faut dire que Chavez a...
pris des mesures qui ont été très contre-productives pour l'appareil productif vénézuélien. Donc on parlait d'expropriation des terres, mais pas que des terres, mais des usines. Il y a, si vous regardez les normes des secteurs où il y a des expropriations, il est très varié et très grand. Par exemple, il a menacé d'exproprier les entreprises pétrolières, la production d'or, la production de certaines, par exemple des containers. Il y avait une grande entreprise qui produisait et exportait des containers. Donc c'est très très varié, ça va des aliments jusqu'aux matières premières. Et aussi il faut dire que aujourd'hui, les entreprises ne veulent plus exporter vers le Venezuela parce qu'elles sont plus payées. Donc il y a des dettes, le Venezuela a des grandes dettes envers les grandes entreprises, en particulier des producteurs agro-industriels. Colombiens, argentins, chiliens, d'autres pays de la région, et ils ne sont pas payés. Donc même si le gouvernement Maduro aujourd'hui était disposé à en acheter, les producteurs veulent avoir d'abord les paiements et après envoyer les marchandises, c'est qui est très compliqué. Et à cela, il faudra ajouter aussi le système d'échange qui est très compliqué. Mais... Ouais. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Luis Colasanti, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'un cas emblématique, c'est un cas d'une usine américaine, General Motors, qui a été pris par le gouvernement il y a une semaine exactement, dans lequel il y avait 2300 emplois. General Motors, sa décision a été fermée tout de suite l'usine et de licencier ces travailleurs qui étaient là. Alors oui, il y a cette envie d'aller prendre des choses qui ont une valeur assez importante, des assets, des investissements. Des investissements à faire-le. En revanche, ce qu'a démontré le gouvernement, c'est qu'ils sont très bons pour exproprier, mais très mauvais pour gérer. C'est le gros problème vénézuélien. C'est un peu le gros problème vénézuélien parce qu'il y a deux pays qui sont très intéressants et qu'on peut même comparer puisqu'ils ont à peu près choisi le même modèle, le modèle cubain et le modèle vénézuélien. Ce qui est étonnant quand on va à La Havane et quand on va à Cuba, c'est de voir combien les Cubains avec de tout petits moyens, mais grâce à une grosse planification, c'est vrai qu'ils ont pris de l'avance, ils ont 50 ou 60 ans d'avance sur les Vénézuéliens, arrivent à survivre et arrivent à faire en sorte que leur peuple, au moins au niveau de l'alimentation, se nourrissent convenablement, je dis pas très bien, mais se nourrissent convenablement, etc. Le Venezuela, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, ce qui est terrifiant, c'est que quand on connaît le Venezuela, on se rend compte que dans cette révolution bolivarienne, les seules missions qui ont à peu près fonctionné, c'est quand les Cubains étaient derrière. C'est par exemple mission Barrio Adentro avec les médecins dans les barrios. Parce qu'ils avaient cette culture de la planification, ils prévoyaient. Les Vénézuéliens, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression qu'ils sont arrivés avec de vastes idées, des beaux idéaux, mais ils n'ont pas eu les techniciens ou les ingénieurs derrière, ou les technocrates, j'ai envie de dire, pour relever le défi. Mais ce que vous nous confirmez, c'est qu'il y a quand même eu des efforts du gouvernement de Chavez, en particulier au début, pour réduire les inégalités, pour améliorer le niveau de vie de la population la plus modeste, pour lutter contre les inégalités sociales criantes. Mais ça, c'est une évidence, on est totalement d'accord. Chavez est arrivé avec cette envie-là, et il a mis en place une politique qui était une politique effectivement égalitaire. Après, il y est en partie réussi grâce au pétrole, qui était pendant une décennie entre 100 et 150 dollars le baril de brut. Il a pu donc payer ses missions qui maintenait, je dirais, les classes populaires à un certain niveau. Aujourd'hui, vous avez parlé de 2011, c'est pile le moment où ce prix du pétrole est en train de chuter. Aujourd'hui, il n'a pas su effectivement changer le système économique vénézuélien et donc, dépendant de cette rente pétrolière, ce clientélisme, parce qu'il y avait quand même une manière d'un petit peu d'acheter les votes, s'effondre. Camillo Magna? Oui, non, sans aucun doute, Chavez a mieux distribué les richesses du pays, qui était très concentré, mais il y a un paradoxe aussi, c'est que quand vous regardez les autres économies sud-américaines, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, la réduction de la pauvreté a été semblable à celle du Venezuela, avec des politiques qui étaient quand même très différentes. Eh bien, on va continuer à discuter du Venezuela dans la deuxième partie de cette émission, parce que nous arrivons au terme. Nous faisons une pause pour un flash d'actualité, on se retrouve tout de suite. Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Tous les cinémas. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons du Venezuela, un pays riche qui est devenu pauvre. 3 invités autour de ce micro, Camillo Umania Dahoud, économiste au sein de la division pays émergents du CEPI, Luis Colosante, spécialiste des questions énergétiques, auteur de nombreux articles dans la presse anglo-saxonne, et François-Xavier Frenant, journaliste, auteur d'un documentaire sur Hugo Chavez et d'un livre intitulé Qui veut la peau d'Hugo Chavez, toujours lui, paru en 2012 aux éditions du Cherche Midi. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons évoqué la situation économique qu'avait trouvé Chavez lors de son accession au pouvoir, un pays qui attirait jusqu'aux émigrants européens, et les premières mesures de réforme agraire qu'il a adoptées, sa volonté de lutter contre les inégalités sociales, politique en partie réussie. Le pétrole, c'est la principale richesse économique du pays. On l'a un peu dit au cours de cette première partie, mais Luis Colosante, quel est aujourd'hui le niveau des réserves pétrolières vénézuéliennes? Les réserves pétrolières au Venezuela continuent à être la 12e réserve mondiale en pétrole. Et c'est ce qui est paradoxal en tout ça, c'est que le pays souffre des pénuries de carburant, des pénuries alimentaires, nourriture, médicale, ça on l'avait déjà noté. Mais c'est ce qui est paradoxal en tout ça, comme un pays qui a des grosses raffineries, qui a du pétrole en abondance, qui pourrait même atteindre 5 millions de barils par jour, et actuellement on est seulement à 1,8 million de barils, comme un pays aussi riche en pétrole a des pénuries en carburant. Pourquoi? Une des réponses, c'est à cause des investissements. Des grosses entreprises comme Statoil, Shell, Eni sont parties du pays. Eni, c'est les Italiens? C'est les Italiens avec Saipem. Et c'est ce qu'ils ont fait du fait que la situation était dangereuse pour ces citoyens qui étaient en expatriation sur le territoire vénézuélien, et ont décidé de le faire revenir en Europe sur notre plateforme pétrolière. Camillo Umania? Il faut dire que aussi quand Chavez a pris contrôle de PDVSA... Le PDVSA, c'est la compagnie nationale des pétroles du Venezuela? Oui, la compagnie étatique du Venezuela. Il y avait un grand savoir-faire des ingénieurs pétroliers vénézuéliens et il y a une grande partie d'entre eux qui sont partis partout dans le monde. Et c'est une des raisons aussi de l'augmentation de la production de pétrole dans notre pays. C'est cet exode des ingénieurs pétroliers très bien formés vénézuéliens dans le monde entier. Je me suis même laissé dire qu'ils étaient partis aussi en Colombie. Il y en a beaucoup qui sont partis en Colombie et c'était une aubaine pour la Colombie, malheureusement pas pour le Venezuela. Ça a été une aubaine pour la Colombie? Ah, tout à fait. La Colombie, qui a commencé à trouver du pétrole assez récemment dans les dernières 20 années, n'avait pas les infrastructures ni les savoir-faire qui ont bien accueilli des gens de PDVSA, des ingénieurs vénézuéliens qui étaient bien formés, en plus sur une zone géographique et sur des couches pétrolières qui sont assez similaires à celles qu'ils exploitaient déjà au Venezuela. François-Xavier, j'ai une anecdote qui est assez marrante parce que j'étais donc au mois de décembre en reportage au Venezuela, j'ai pu y rentrer et en sortir. Ce que je voulais dire, ce qui était drôle, c'est que j'ai eu, comme souvent quand on est dans un pays, un chauffeur, un monsieur qui était la personne qui me conduisait là où je voulais aller, et de toute confiance. On choisit évidemment, surtout au Venezuela où il y a beaucoup de mauvais taxis, ça peut très mal se terminer, c'est dangereux. On choisit la personne avec qui va vous guider. Donc j'avais quelqu'un qui m'emmenait dans le pays, je suis allé à Valencia, dans plusieurs... Et ce monsieur-là, au fil de la discussion, au début, il était très réservé, j'étais pas très à l'aise même, je me demandais qui c'était, et petit à petit, il s'est libéré, et j'ai appris que c'était un ingénieur de PDVSA qui avait appris à la télé en 2002, à l'époque où Chavez décidait comme ça lors de son Allo Presidente, lui, un tel ingénieur, fuera, lui dehors, je n'en veux plus. Et il a appris comme ça, en regardant la télé avec sa famille derrière, qu'il était viré de cette grande entreprise. Aujourd'hui, il est chauffeur de taxi. Luis Colosante, c'est ça qui a ruiné PDVSA? C'est ce que j'expliquais auparavant, c'est le pays est très bon pour exproprier, mais mauvais gesteur. C'est vraiment pas dans sa culture gérer une entreprise aussi grande, aussi performante qu'était PDVSA. Surtout, c'est qu'ils ont commencé à utiliser des gens de PDVSA et des nouveaux recrutements qui étaient seulement pro-chavistes. C'est-à-dire, si on pouvait sortir dans la rue à faire des marches avec une chemise rouge, on pouvait rentrer chez PDVSA à travailler. Alors, beaucoup des ingénieurs qui avaient très bien été formés, qui étaient critiques également, ont été virés au moment de la crise nationale, et qui arrêtait toute l'économie nationale à un moment. Alors, je vous ai posé la question, mais je ne crois pas que vous ayez répondu. Aujourd'hui, quelle est l'importance des réserves pétrolières vénézuéliennes? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a des statistiques? Tout à fait, c'est la seconde réserve mondiale au monde, après l'Arabie Saoudite. La seule chose qui est un petit peu plus compliquée pour le Venezuela, c'est que c'est du pétrole lourd, extra lourd même, et c'est comme voir un brownie, c'est une pâte qu'il faut vraiment un procédé très lourd et très coûteux pour pouvoir l'extraire. Et on n'a pas les moyens actuellement de le faire.
Et donc c'est ce qui explique la baisse de la production, parce que vous nous avez dit qu'il y avait 1,8 million de barils produits par jour au lieu de 5 avant cette époque Chavez. À l'époque de Chavez, au moment de l'époque de Chavez, il était à l'entour de 3,4 millions de barils. Mais tous les investissements qu'on a eu depuis ce moment-là, on devrait être à 5 millions de barils. Et donc, il y a eu quand même des investissements alors? Il y a eu des investissements car il faut la faire tourner. Mais c'était surtout des investissements d'opérationnelle maintenance et on ne faisait pas de nouvelles choses, sinon on faisait que de la maintenance. Jean-Pierre, oui, il y a quand même eu plusieurs accidents très graves au Venezuela depuis 2012. On se souvient notamment d'une raffinerie qui avait explosé dans la péninsule de Paraguaná. La péninsule de Paraguaná, qui est au nord ouest-est du pays, vers le coin où il y avait autrefois, maintenant c'est plutôt dans l'Orénoque vers l'est, mais autrefois c'était la partie la plus riche en pétrole, en allant vers Zulia, la ville de Zulia. Eh bien on se souvient donc de cette raffinerie qui avait explosé pour des problèmes de maintenance, il y avait eu un feu, etc. Donc en plus, et vous avez aussi régulièrement des fuites de pétrole dans l'Orénoque notamment. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a un manque d'encadrement, manque de préparation des techniciens pour assurer, on va dire la bonne marche de cette entreprise PDVSA. Luis Colasante. Et je continue l'idée de François Xavier, c'est que pour extraire ce pétrole extra lourd, au moment qu'on l'extrait, on doit après le mélanger avec du pétrole libyen, de light crude. Qui vient de Libye? Non, qui vient des États-Unis ou des raffineries qui sont juste à côté des zones néerlandaises comme des Aruba. D'accord. Trinidad et Tobago aussi qui vont du pétrole raffiné. C'est-à-dire, on produit un pétrole qui est coûteux et ensuite de ça, on doit aller sur le marché pour acheter du carburant raffiné. C'est-à-dire que pour remplacer ce pétrole que le pays n'est pas capable de produire, on apporte du pétrole raffiné? Tout à fait, et on mélange, et ce pétrole-là mélangé pourra aller directement sur les marchés internationaux après. D'accord, mais est-ce que le pays a aujourd'hui les moyens d'importer ce pétrole libyen? Non, ce n'est pas seulement libyen, comme j'ai dit, Trinidad, Tobago, les États-Unis, c'est surtout les pays qui les vendent, le Mexique. Mais est-ce que le pays a les moyens de l'importer? Actuellement, non. Et c'est pour ça une des raisons pour laquelle Venezuela a essayé de cacher ce manque de productivité en disant à l'OPEP, il faut qu'on fasse des coupures de pétrole. Nous, on est capable de faire moins de 200 000 barils au moins, mais ce n'était pas parce qu'il le pouvait couper, parce qu'il avait suffisamment d'argent en réserve, sinon parce qu'il voyait qu'en termes de capacité de production, il n'avait pas les moyens en interne pour continuer à survivre. C'est-à-dire, à la fin, l'OPEP a décidé de couper 100 000 barils de pétrole pour le Venezuela a accepté, mais ce n'était pas une volonté du Venezuela, c'était plutôt pour cacher un manque de productivité qu'il savait. Alors, l'une des conséquences de ces problèmes d'alimentation au pétrole, ce sont des pénuries aux pompes. Il arrive que l'essence manque. Écoutez ce reportage de Julien González, le correspondant de RFI à Caracas, reportage qui date du 24 mars dernier. Fermé ce mercredi faute de carburant, c'était la cohue ce jeudi devant cette station d'essence à l'est de la capitale. À bord de sa Chevrolet, cet automobiliste ne cache pas sa colère. Depuis très tôt ce matin, je cherche à faire le plein. Ici, cela fait 2h30 que j'attends. Dans ce pays, il faut faire la queue pour n'importe quel service, pour acheter à manger et maintenant pour avoir de l'essence. Ça me fait du mal de voir ça. Ce gouvernement est en train de détruire notre pays, nos richesses. Il est en train de tout détruire. Un mécontentement que partage cette autre conductrice sur le point de faire le plein. La veille, elle avait cherché de l'essence en vain dans ce pays de l'or noir. Elle dénonce une situation totalement surréaliste. C'est injuste. Comment un pays pétrolier comme le Venezuela peut manquer d'essence? C'est inexplicable. Et comment font les chauffeurs de taxi ou les camions qui transportent des marchandises? Bien sûr que je suis angoissée car nous ne savons pas réellement ce qui se passe. J'espère que cette situation va vite se résoudre parce que sinon ça pourrait devenir un détonateur. La compagnie pétrolière PDVSA, elle, se veut rassurante. L'entreprise a assuré ce jeudi que les 17 usines de distribution de carburant du pays sont pleinement opérationnelles. Reportage de Julien González à Caracas. François-Xavier Freland, ça vous inspire quoi? Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu étonné, en fait, c'est le discours de Chavez. Honnêtement, je le partageais, notamment sur la remise en question de l'économie pétrolière. De la rente pétrolière, il y a eu des très beaux discours, puis même de ce que ça pouvait engendrer comme contamination, etc. Il y avait chez lui ces discours, on se souvient, je crois, au Danemark, qui sont restés très célèbres, où il remettait en question
régulièrement ce capitalisme dépendant de ces richesses naturelles. Or, dans son pays, il aurait pu, avec l'argent qu'il avait, commencer à penser aux énergies renouvelables. Dans un pays où il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, très bizarrement, on est encore très dépendant de l'énergie du pétrole. Vous n'avez que très peu d'éoliennes, etc. Donc c'est un peu, je dirais, la contradiction du discours et des faits réels. Or, c'est un pays aujourd'hui écologiquement très très pollué et c'est triste. Camille Oumania, on parle souvent de la rente pétrolière, des pays qui vivent de la rente pétrolière. Le Venezuela, ça a toujours été l'exemple parfait et finalement, ça le reste. Oui, ça le reste, mais c'est une question légitime qu'il faut se poser. Si votre pays a des réserves prouvées de pétrole pour y vivre 200 ans, pourquoi faire une autre chose que celle-là? Comme l'Arabie Saoudite, pourquoi ne pas vivre très bien avec un niveau de vie très élevé sans envoyer votre population à l'usine? Ce n'est pas nécessaire. Donc ce n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Après, il faut dire aussi qu'à cause de... Le Venezuela aurait pu faire comme la Norvège, par exemple, qui a un fonds souverain qui lisse les fluctuations du prix international du pétrole, et comme ça, ils en subissent moins les conséquences d'une baisse comme celle-là. C'est quelque chose que le Venezuela aurait pu faire et qui aurait permis une évolution plus calme, plus tranquille dans le pays. En ce moment, lié à ça, par exemple, le Venezuela a un déficit fiscal. Et il faut dire déficit budgétaire. Pardon, oui, déficit budgétaire, merci. Et pour absorber ces déficits budgétaires, il suffirait d'augmenter les prix de l'essence à 25 cents de dollars par litre au Venezuela. Donc pas grand-chose sur les marchés intérieurs. Cela suffirait à enrayer le déficit budgétaire du gouvernement central. Mais le prix du gallon ou du litre est de combien en ce moment, Luis Colasante? C'est à peu près pour faire un plein de 50 litres. On aurait besoin à peu près de $3. Donc c'est quasiment un cadeau, François-Xavier Frelon, par rapport à ce qu'un automobiliste français doit dépenser. De toute façon, le Venezuela, il veut pas, et c'est le problème de Maduro, c'est qu'il peut pas augmenter le prix à la pompe, puisque les Vénézuéliens, ils sont attachés à cette essence qui coûte moins cher que l'eau. Ils le disent tout le temps, ils en sont très fiers, ils sont habitués à ça. Leur enlever ça, c'est pire que tout, en fait, pour eux. Il n'y a pas de taxe sur le prix du carburant au Venezuela? Non, il est à 99% subsidié. Ah donc, il est subventionné à 99%? Oui, c'est... Donc ça coûte très cher au budget, Camilo? Ça coûte très cher au budget. Donc comme je disais, il suffirait de l'augmenter, de réduire les subventions, juste réduire les subventions pour finir avec les déficits budgétaires. Mais ça a aussi des conséquences, c'est une utilisation très inefficace. Donc vous voyez, il y a des grandes voitures américaines dont on parlait, donc qui polluent beaucoup, mais c'est parce que le prix est tellement bas que pour les citoyens... Peu importe. Et aussi parce qu'il n'y a pas trop le choix d'autres voitures. Il y a aussi un problème de contrebande. Il y a une partie de cette essence qui part vers la Colombie. Oui. Et même si les frontières sont fermées, il faut dire, c'est quelque chose de très difficile à enrayer aussi. Alors c'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Vous l'aurez compris, nous parlons de la situation économique du Venezuela avec 3 invités. Luis Colasante, expert en questions énergétiques, auteur de nombreux articles dans la presse internationale. Camilo Oumania Dahoud, économiste au CEPI, et François-Xavier Frelon, journaliste, auteur de livres et documentaires sur Hugo Chavez. La grande question qu'on va aborder maintenant au Venezuela, c'est celle de l'argent, de la monnaie, de ce qu'on a dans son portefeuille ou dans son porte-monnaie. Au mois de décembre dernier, le gouvernement du président Maduro a décidé d'éliminer certains des billets en circulation, les billets de 100 bolivars. C'est un reportage de Julien González à Caracas, qui nous a été envoyé au mois de décembre dernier, au moment où vous y étiez, François-Xavier Frelon. On écoute Julien González. Wilfredo Ramirez tient un petit magasin à 2 pas de la Plaza Bolívar de Chacao. Ce vendredi matin, il a accroché cette pancarte « Nous n'acceptons plus les billets de 100 bolivars ». C'est fini, on ne prend plus les billets de 100 bolivars. Il y a soi-disant de nouvelles pièces qui doivent circuler aujourd'hui, mais je ne les ai pas vues. Et les gros billets encore moins. Nous arrivons à travailler parce que nous avons un terminal de carte de paiement. Mais les gens vont devoir trouver une solution pour avoir du liquide, des petits billets, parce que parfois le terminal bancaire ne marche pas. Je suis inquiet si mon terminal ne marche plus, que les gens ne peuvent plus payer par carte et qu'ils n'ont pas de liquide. Je ne pourrai plus rien vendre. Carolina montre son portefeuille, 3 billets de 100 bolivars qui ne lui servent plus. Impossible pour elle de passer à la banque ce vendredi. Elle se prépare à passer un long week-end sans liquide. Il y a une grande incertitude. Nous ne savons pas si les nouveaux billets vont finalement arriver aujourd'hui ou bientôt.
Tout ça est absurde. Qu'est-ce que tu peux faire à part prier Dieu qu'il ne t'arrive rien, car tu n'as même pas de quoi payer le transport en cas d'urgence. José, lui, a passé 2 heures ce vendredi matin dans les files d'attente des banques. Bilan, 5000 bolivars. À la banque, ils n'ont que des billets de 2 ou de 5 bolivars, donc tu dois repartir avec un sac plein de billets qui ne représentent presque rien. Et en plus, le montant maximal aujourd'hui, en tout cas dans ma banque, est de 5000 bolivars. Ça permet de se payer 1 kilo de farine et pas grand-chose de plus. C'est irresponsable. Alejandro est serveur dans un restaurant à 2 pas du boulevard Sabana Grande, une des grandes artères commerciales de la capitale. Il vient de terminer son service. Face à lui, une montagne de bolivars, les pourboires de l'équipe. À quoi ça sert d'avoir autant de billets s'ils ne valent rien? C'est juste un énorme paquet de billets. 7000 bolivars de pourboire pour moi sur ces 3 jours. Et tu as vu le temps que ça m'a pris de compter tout ça? Avec ça, je peux tout juste m'acheter 1 kilo de riz et une pomme. Je pense que ces nouveaux billets vont faciliter la vie des Vénézuéliens, mais aussi des banques. Mais cette mesure aurait dû être prise il y a 1 an. J'espère que ça va pouvoir arranger notre situation. Un avis que ne partage pas ce commerçant qui voit dans ces nouveaux billets un retour en arrière. En 2008, une reconversion monétaire avait éliminé 3 zéros des anciens billets pour permettre l'arrivée du bolivar fort. Alors ces nouveaux billets, c'est pour lui la preuve de l'échec de la politique économique et monétaire du gouvernement. C'est un retour en arrière dans un contexte de méga dévaluation et d'hyperinflation qui fait que ces nouveaux billets ne permettront pas d'acheter quoi que ce soit. Le gouvernement reconnaît que le système ne marche pas, mais il trompe le peuple en lui faisant croire que ça va être la solution à ses problèmes économiques. Ce qui nous attend, c'est plus de pénurie, plus de misère, moins d'argent et plus de délinquance. Reportage signé Julien Gonzalez à Caracas. François-Xavier Freland, ça vous parle? Alors moi j'ai vécu une expérience qui était quand même complètement folklorique. On n'avait que des billets de 50 et que à force d'avoir des billets de 50, les gens étaient obligés d'en avoir 50 000 pour pouvoir acheter quelque chose. En tout cas, moi je voulais revenir sur cette idée qu'à une époque on était limité avec ces billets de 50. Alors déjà, nous étrangers, aux distributeurs automatiques, une fois sur 2 la carte Visa ça fonctionne pas, donc vous pouvez pas retirer dans les distributeurs. Ensuite, vous êtes limité en termes de billets, vous pouvez pas retirer par exemple on va parler en euros, 300 €, vous pouvez retirer que 50 € parce qu'il y a une forte demande, donc il n'y a pas beaucoup de billets, il faut en permanence remettre des billets dans le distributeur. Donc en gros, vous vous débrouillez comme vous pouvez pour avoir un moment une petite pièce de billets qui vous permettra d'aller par exemple dîner dans un restaurant, sauf que là, il vous faudra pour 10 €, l'équivalent de 10 €, avoir une mallette entière, il fallait une mallette entière de billets. Donc arriver au restaurant, dîner, inviter votre ami vénézuélien qui était quand même, lui, finalement content d'aller au restaurant, parce que c'est un luxe évidemment aujourd'hui de sortir, et là, au moment de payer, vous sortiez votre mallette et vous ouvriez votre valise et vous sortiez une liasse de billets pour payer le serveur. C'était complètement hallucinant. Et ensuite, il fallait rentrer. Et quand vous rentrez et qu'il vous reste quand même une liasse de billets dans la valise, vous avez peur de prendre le taxi parce que si votre liasse de billets ne vaut pas grand-chose, elle vaut quelque chose puisque c'est très difficile d'avoir des billets. Donc en gros, vous avez peur de vous faire attaquer. Donc moi, je rentrais à pied. Comme il y avait des coupures d'électricité, on se retrouvait totalement dans le noir. Et dès que je voyais des phares arriver derrière moi, j'avais l'impression que ça y est, on allait m'attaquer parce que déjà j'avais un peu une tête d'occidental et que j'allais y perdre la vie pour finalement 5 €. Camillo Magna-Daroud. Oui, moi je voudrais revenir très vite sur les raisons de cette inflation, parce qu'il y a quand même une partie qui n'est pas la faute du gouvernement vénézuélien. Oui, alors parce que d'abord, on va pas sauter une étape, si cet argent se démonétise, c'est parce qu'il y a de l'inflation. Exactement. Et quelles sont les causes de cette inflation? Il y a une partie de cette inflation qui a été subi par tous les producteurs, tous les exportateurs des matières premières, à partir de 2009, quand les prix des matières premières ont chuté. Donc vous observez l'inflation un peu partout, dans tous les producteurs des matières premières. Cependant, l'inflation... Pourquoi? Parce que la réduction des prix des matières premières a réduit le flux de devises étrangères vers ces pays-là, et donc les taux d'échange s'est dévalué. Là où c'était flottant, c'est qu'il y a les cas dans la plupart des pays exportateurs de matières premières, et cette dévaluation donc rend plus cher les produits importés. Donc déjà, il y a eu un effet mécanique qui était très difficile à contrer, donc on a observé de l'inflation dans tous ces pays. Mais elle restait beaucoup plus modérée qu'au Venezuela. Parce qu'au Venezuela, il faut ajouter un nombre de choses. D'abord, la répartition des richesses qui a été effectuée par Chavez et continuée par Maduro a fait augmenter la consommation. Mais la production du pays n'a pas augmenté à cause de toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc, sans augmentation de la production,
une augmentation. Cette augmentation du pouvoir de l'argent qui était partagé avec les classes les moins aisées de la population a conduit donc à une partie de l'inflation. Et bien sûr, le gouvernement s'est financé en faisant marcher la planche à billets, et c'est probablement la plus grande partie de l'inflation vient de cela. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on puisse rien se payer avec 5000 bolivars? Parce que c'est ce qui est dit dans le reportage. À cause de l'inflation? L'inflation, oui, bien sûr. L'inflation est autour de 1000 aujourd'hui. Les prévisions du FMI, alors évidemment, c'est le FMI autour de 1700 à la fin d'année 2017. En gros, aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'un barrio, d'un bidonville, il ne peut absolument pas aller faire ses courses nulle part, sauf dans un Mercal. C'était les fameux hypermarchés collectifs créés par Chavez, qui aujourd'hui, malheureusement, sont victimes des mêmes pénuries. Donc vous allez faire la queue dans un petit marché populaire, et puis en fait, au bout du compte, on vous dit qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de riz, il n'y a plus rien. Donc les gens sont obligés de se débrouiller, et il y a des passages à sac. On sait très bien qu'il y a eu des attaques de supermarchés, comme d'ailleurs à l'époque néolibérale que critiquait tant Chavez. Il y a eu des violences contre des grands hypermarchés, oui. Luis Colasanté, il n'y a pas non plus de médicaments? Non, non plus de médicaments. Les médicaments sont exportés par des grandes maisons pharmaceutiques, et c'est là on ne trouve plus. Chavez a voulu à un moment créer des propres médicaments. Il n'a pas réussi. C'est-à-dire des médicaments vénézuéliens, l'industrie vénézuélienne? Tout à fait, un petit peu comme avait fait l'Inde d'enlever tous les brevets pour pouvoir l'exploiter. Ensuite, il s'est retourné rapidement au Cuba, que c'était Cuba notre fournisseur de médicaments, dans lesquels avec des technologies qui dataient des années 70. Mais pour revenir seulement à un point du fait qu'on est éco d'ici, éco d'ailleurs, c'est seulement de donner les derniers rapports de l'FMI qui est sorti il y a 5 jours exactement. C'est ce qu'il disait que pour eux, l'inflation au Venezuela pour 2017 sera à l'entour de 3 chiffres, mais c'est 720%. Un forecast 2018 de prévision 2018 de 2000%. Et la prévision 2019 à 3000%. 1700 2017, ça c'est les chiffres du FMI, je les ai vérifiés. Wow. On ne va pas polémiquer sur les chiffres, de toute façon c'est une situation critique. Camillo Magna Daroun. Et oui, moi je voudrais dire un mot sur les médicaments, parce que les problèmes de pénurie des médicaments et d'autres biens essentiels sont liés aussi à un système de taux d'échange très compliqué mis en place au Venezuela. Il y en a 3, n'est-ce pas? Donc il y en a 3. Il y a un taux d'échange qui est pour les choses qui seraient essentielles, les médicaments, pour des produits alimentaires des premières nécessités. Et un deuxième type d'échange qui est pour des choses qui sont importantes mais moins importantes si on veut. Et après, il y a les marchés noirs. Et la différence est énorme. Donc, entre les premiers types d'échange de première nécessité et les marchés noirs, il y a une différence de presque 300%. Pardon, de 300 fois. Donc, c'est une différence très très grande. Et il faut comprendre aussi que c'est inévitable de créer la corruption avec un tel système. Parce que à qui on donne les dollars au premier taux, au taux préférentiel qui était d'environ 10 bolivars par dollar, on donne un pouvoir énorme parce qu'il suffit d'avoir ces dollars-là et aller sur les marchés noirs pour faire les plus grands bénéfices possibles, beaucoup plus grands qu'en trafiquant des drogues, beaucoup plus grands que dans n'importe quelle autre économie illégale. Ça c'est très étonnant parce qu'il ne faut pas se leurrer, on sait très bien que les bolis bourgeois, qu'on les appelle, hein, la bourgeoisie de Chavez, de Maduro ont un peu profité de ce système-là hein, pour s'enrichir, mais pas seulement. Moi, je me souviens très bien que les étrangers, notamment, nous, les premiers, et souvent d'ailleurs des gens qui étaient proches des idées du pouvoir. Moi, je me souviens de petits jeunes français qui arrivaient étudiants pour participer à la révolution bolivarienne. Ils allaient tous changer leurs euros au change parallèle, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'illégalité la plus totale. Tout ça pour pouvoir avoir un train de vie tout à fait correct. Et effectivement, ils vivaient très bien, beaucoup mieux que les Vénézuéliens de base. Et ce qui était très choquant, c'est que finalement, avec ce train de vie, ils ne se rendaient pas compte de la réalité du Vénézuélien moyen dans son bidonville. Donc ça, c'était très choquant. Et la preuve que des gens ont profité du système, c'est que les principaux Français qui participaient à cette révolution bolivarienne, quand le système d'échange a commencé à être de plus en plus contrôlé par Maduro, j'ai envie de dire avec raison, eh bien ces gens-là sont partis. Luis Colasanté, vous êtes vénézuélien, vous avez de la famille à Caracas, au Venezuela encore? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils
qu'ils vous disent de la vie qu'ils mènent? C'est un petit peu comme on a entendu des gens au quotidien. Ils se sont habitués à un train de vie. Si on peut manger 2 fois par jour, on est très content. Des médicaments, il faut trouver les moyens comme on fait. Et si on a un petit potager, on commence à travailler sa petite terre en face du jardin pour pouvoir avoir au moins quelques végétaux pour survivre. Quelques légumes? Quelques légumes, oui. Donc la vie est très difficile? Très difficile. En revanche, ils ont toujours été contre de se dire le Venezuela comment il est habitué à se dire, bon, aujourd'hui j'ai pas de pâtes, mais j'ai du savon, aujourd'hui j'ai pas de savon, mais j'ai du thon en conserve. Et de cette manière-là, on est content parce qu'on a trouvé quelque chose qui nous manquait ailleurs. Peut-être nous manquait de l'huile, et on s'est dit, bon, mais peut-être dans 1 semaine, on va trouver du lait. Et de cette manière-là, le Venezuela a toujours été un petit peu amené à se dire, bon, le lendemain, ça sera mieux. François? Oui, moi ce qui m'avait un peu choqué quand j'y étais au mois de décembre, et honnêtement, parce que j'y ai quand même vécu 4 ans, donc c'était de voir à quel point ces gens qui étaient soi-disant obèses, je me souviens à une époque, on disait que les Vénézuéliens c'était un peu comme les Mexicains, la malbouffe, etc. On allait beaucoup au McDo, les gens avaient beaucoup grossi. Moi je les ai retrouvés très maigres quand j'étais au mois de décembre, et c'était vraiment frappant. C'est-à-dire que je voyais non seulement des gens amaigris, mais livides, avec des teints livides. Et ce qui était encore plus choquant, c'était de les voir faire la queue devant la boulangerie pour un trognon de pain. Il fallait passer une demi-heure par exemple pour avoir un bout de pain, et parfois vous arriviez au bout de queue et il n'y avait plus de pain. C'est le mot de la fin. Merci François-Xavier Freland, merci Luis Colasante, merci Camillo Umaniadaroud d'avoir participé à cette émission qui était réalisée par Philippe Gaillou. Toutes les informations concernant vos travaux respectifs, vos écrits et films sont sur le site rfi.fr, sur la page internet d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI.